tous, bienvenue pour ce nouveau dossier sur Dynamica et Vovojo. Cette semaine, nous embarquons pour l'Inde avec le sujet consacré à l'Ayurveda. Pour ce voyage, je suis avec Ekarshi Sarva Atma Mitra. Bonjour Ekarshi. Bonjour à vous tous. Je suis ravie de te retrouver Ekarshi. Nous avions eu le plaisir de partager un moment avec toi et de te recevoir, de t'écouter sur le dossier sur la philosophie du yoga qui avait été absolument passionnant. Donc je le rappelle pour nos abonnés, tu es disciple de la lignée de Guru Naraya dans la tradition Advaita Vedanta. Tu es disciple direct de Guru Nitya Chaitanya Yati. Tu es Karma Yogi également. Tu es le fondateur de Maitri Mandir en Inde et de l'académie Gaia Healer à Decazeville. Tu y es formateur également. Et tu y proposes des cures ayurvédiques, entre autres, dans ces centres-là. Je te propose de rentrer directement au cœur du sujet. Qu'est-ce que l'Ayurveda ? Ayurveda, c'est l'art de vivre. Littéralement, Ayurveda, ça veut dire la connaissance de la longévité. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de vivre quelques années, il faut pouvoir vivre joyeusement. Et pas seulement joyeusement, et savoir gérer les différentes étapes d'évolution du corps. L'enfance et l'adolescence et les différentes étapes de décroissance, vieillissement, la mort. On peut, selon Ayurveda, on peut vivre joyeusement. Comment vivre, comment vieillir et aussi comment mourir joyeusement. Ça, c'est le perspective de Ayurveda. Ayurveda est issu de la connaissance de yoga. Donc, ça va très bien ensemble. Ayurveda a une approche qui est complètement différente parce que le yogi, peut-être, il va s'adresser à un peuple qui va bien, qui pense bien, qui est capable de s'occuper d'eux. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Ayurveda s'adresse aux gens qui souffrent. Il ne veut pas des mots. Il veut régler les problèmes, leurs souffrances, avec une attitude beaucoup plus intime. Donc, Ayurveda se place plus haut que le yoga parce que l'engagement de médecins ayurvédiques, on appelle Vaidya, est beaucoup plus prenant qu'un maître de yoga. Le maître de yoga, il va nous enseigner et pas nous accompagner forcément dans l'intimité. Et donc, la priorité de l'Ayurveda, c'est véritablement offrir dans son corps une possibilité de vivre heureux pour pouvoir pleinement investir dans le chemin de l'éveil. Donc, on parle un objectif spirituel que l'Ayurveda intervient pour soutenir le yoga. D'accord. Quand on s'intéresse à l'Ayurveda et qu'on commence à chercher un petit peu, on a rapidement les mots dosha qui arrivent. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous détailler ce que sont les doshas ? Avant d'entrer dans le dosha, on a besoin de comprendre un petit peu l'évolution. Ayurveda, nous les Indiens pensons que c'est le créateur qui nous a donné la connaissance d'Ayurveda. Seulement le fabricant du corps sait comment bien s'occuper de son corps. Le créateur, il a vu que l'être humain tombe malade, pas seulement l'être humain, mais toutes les espèces. Et puis il se dit, mais il y a un petit souci dans la fabrication. Donc il a développé la connaissance, il a transmis à l'humanité à travers, bien sûr, il y a toute une hiérarchie de transmission. Quand on arrive à Charaka, Sushruta, sont des grands maîtres qui ont mis toutes ces idées sur les papiers pour que l'homme peut vraiment utiliser son environnement
les plantes et comment on peut rester en bonne santé. Donc Ayurveda ne regarde pas l'individu comme un morceau séparé du reste du monde. Ayurveda ne cherche pas à nommer des maladies. Et seulement on s'occupe de son univers. Donc Ayurveda regarde un individu comme tout un univers. On soigne son univers et non pas juste son corps. Donc cette approche globale, holistique, est assez particulière parce qu'on ne s'occupe pas des symptômes, on va s'occuper de la cause. La cause de maladie, on peut s'identifier, ça peut être extérieur ou intérieur. Ça peut être même dans la pensée. Peut-être on pense mal que ça nous amène dans un état de maladie. Donc cette approche peut être intégrée pour le monde moderne, sans problème. Donc Ayurveda, malgré son ancienneté, malgré certaines difficultés, par exemple, ça traite des plantes qui sont tropicales et quand on amène ici en Occident, peut-être on n'a pas assez des plantes médicinales qui poussent ici, qui sont là-bas. Donc il y a certaines difficultés entre l'Orient et l'Occident quand on amène, mais par contre, les principes de base, c'est toujours applicable. Il y a certaines nécessités d'études sur les plantes médicinales pour savoir quelle est la plante qui pousse ici dans un pays qui est froid, comment on peut trouver l'équivalence. Ça, c'est une autre étude. Par contre, Ayurveda s'adresse à l'humanité tout entière. Ayurveda est utilisé aussi pour traiter les éléphants, par exemple. Parce qu'en Inde, ça fait 10 000 ans qu'on a domestiqué les éléphants. Aussi pour tout autre animal et des plantes, on peut traiter selon le principe d'Ayurveda. Donc, on a besoin de connaître notre univers et comment s'est créé l'univers. Parce qu'on ne traite pas l'individu, on traite son univers. On a besoin de savoir comment son univers est créé, quels sont les problèmes dans son univers. Et donc, on rentre dans cette idée de regarder comment l'univers est constitué. On doit comprendre qu'il y a une hiérarchie qu'on peut établir entre les différents éléments, c'est-à-dire la terre, eau, feu, l'air, l'éther, en commençant par le plus dense vers le plus subtil. Et l'univers est constitué de ces 5 éléments. Donc le corps aussi. Et quand on regarde une personne, on va voir qu'il est plutôt terrien qu'éthérien. C'est-à-dire, on peut voir il y a des différentes combinations qui ne sont pas exactement pour tout le monde. Donc, pour des raisons médicales que nous avons besoin de classer, c'était connu également, l'Ayurveda, mais pas sous le nom de l'Ayurveda. Quand on dit phlegmatique ou bileux ou nerveux, chez les Grecs, c'est déjà été présent. Et c'est parce qu'il y a eu déjà les communications avec l'Inde et l'Occident. Mais à l'époque des Gitans, il y a 500 ans, les Gitans qui ont encore ramené l'Ayurveda ici, mais pas connu comme Ayurveda. Et maintenant, c'est comme le monde est devenu beaucoup plus ouvert, qu'on peut avoir des communications avec tous les continents, avoir toutes les informations, nous pouvons avoir une vision beaucoup plus exacte. Pour la science, c'est un vrai sujet parce que la science reste dans ce qui est observable. Mais Ayurveda qui va encore plus loin, parce que Ayurveda est développé par les yogis. Et les yogis
était capable d'observer son corps, ses psychismes, son être, parce qu'il a investi sur cette recherche de qui suis-je. Donc, tout ce que le yoga a développé comme connaissance du corps, il y a aussi une connaissance de notre corps subtil. Donc, il y a une autre anatomie que l'anatomie qu'on peut découvrir par disséquer le corps. C'est-à-dire encore, pour la médecine moderne, il y a énormément de mystères sur le fonctionnement du corps. À l'époque, il y a 5000 ans, comment on peut savoir que la peau qui a cette couche sans microscope? C'est-à-dire l'Ayurveda est capable de connaître les subtilités de notre corps physique que la science moderne n'est pas encore capable parce qu'il n'y a pas des machines qui sont capables d'observer par quel mystère que le tri des molécules se fait dans le paroi d'intestin. Pourquoi certaines molécules sont rejetées, certaines molécules, mais quelle est la conscience qui opère? On ne sait pas. Et comment le mouvement des muscles se fait, la nourriture, l'énergie qu'on absorbe, et comment exactement ça se transforme l'énergie chimique à énergie kinétique. C'est énergie de mouvement. On ne sait pas, il y a toujours énormément de mystères. Donc la raison, c'est la science ne regarde pas l'observateur dans le recherche. On va regarder simplement l'objet et pas le sujet. Mais dans l'Ayurveda, c'est pas comme ça. On va regarder l'objet et le sujet en même temps. La science quantique, la physique quantique, ça montre bien que la présence d'observateurs change le comportement des particules. En fait, le yogi a donné on dirait l'infrastructure, la possibilité de développer la médecine. Donc, dans la lumière de yoga, on peut voir qu'il est tout à fait possible de vivre heureux longtemps pour poursuivre son éveil, en fait. Ce n'est pas pour encore profiter encore quelques années de plus de plaisir, c'est regarder le but véritable de la vie. Et donc, prolonger notre vie pour atteindre le but véritable de la vie, et on peut exprimer par les mots, comme la recherche de l'éveil. Mais chacun doit formuler à sa manière pour que ça parle. Si je ne sais pas où je vais, comment je peux exiger mes organes, mes cellules, de collaborer à mes poursuites? En fait, le problème de notre vie, c'est principalement le corps est perdu. Le corps de l'être humain et l'univers nous a donné ce corps pour réaliser notre véritable nature. Mais quand on emploie notre corps pour réaliser des buts mondains, et c'est comme les appareils d'un chirurgien utilisés dans la cuisine. C'est vrai, ça marche, mais ce n'est pas conçu pour cela. Donc, quand le médecin ayurvédique, quand il regarde un individu qui dysfonctionne, il va amener une vision très globale. Parce que le médecin, il sait qu'il est le créateur de sa vie. Ce n'est pas l'expérience qu'on a quand on arrive dans un hôpital. On le regarde en fonction de notre maladie. L'individu disparaît, on va être traité comme matière première qu'on va sortir comme un produit fini à la sortie. Donc on va appliquer le protocole. L'individu n'est pas important. On va regarder uniquement le code barre. Et ça ne se met pas sur le corps, mais sur le dossier. Donc certainement, l'individu n'est pas vu. C'est pour cela qu'on a besoin
d'avoir une vision. Pourquoi d'un coup un individu tombe malade? Mhm. Nous pouvons être dans la présence du microbe ou le pathogène de ne pas tomber malade. Mhm. Donc la défense du corps, l'immunité, et par quelle raison l'immunité disparaît. Donc Ayurveda nous dit qu'il y a un équilibre dans le corps, des 3 doshas. Les 3 doshas, c'est vu comme si c'est des indices pour choisir quel médicament, quelle est la rectification qu'on peut donner à l'individu pour qu'il puisse vivre heureux. Par exemple, quelqu'un qui a trop de vata, vata ça veut dire l'air et éther, les 2 éléments dominent. Quelqu'un qui a un vata et qui va se comporter dans une manière qui est complètement opposée de quelqu'un qui a le kapha, qui domine. Ça veut dire eau et terre. Et donc, très facilement, le docteur ayurvédique, pour regarder le corps par l'examen, pour écouter le pouls, tous les comportements, leur goût, qu'est-ce qu'on aime à manger, qu'est-ce qu'on n'aime pas à manger, le docteur peut comprendre ses constitutions et pourquoi on tombe malade. Donc, on ne s'intéresse pas aux symptômes, on s'intéresse à la racine du problème. Donc, on ne peut pas certainement chercher un apaisement radical, immédiat de certains symptômes. Par exemple, on prend, dans la médecine moderne, on prend un cachet pour cacher une douleur. Et dans l'Ayurveda, on fait simplement chercher à trouver qu'est-ce que c'est qui cache la douleur. C'est une information, le symptôme. Oui, donc la cause qu'on s'intéresse. Et la cause, c'est, alors une fois qu'on a déterminé que l'augmentation de Vata Pitta Kapha, et on va encore aller chercher qu'est-ce que c'est qui ne va pas dans son art de vivre. Donc le Vata Pitta Kapha, c'est une notion très simple, mais en même temps très parlant comme un outil de diagnostic. Pour pouvoir orienter. Ayurveda est basé sur ces 2 principes, ça veut dire les 5 aliments et les 3 doshas. On peut tout comprendre sur l'individu, sur ses problématiques présentes et aussi à l'avenir. Oui, il y a une approche plus du terrain, de la constitution et du terrain, plus que du virus ou du pathogène, comme tu l'expliquais à l'instant. Est-ce que tu pourrais à présent nous parler du Panchakarma? Panchakarma. Panchakarma, c'est issu de tout ce qu'on vient de remarquer, qu'une mauvaise habitude alimentaire ou façon de vivre ou penser provoque en fait une accumulation de déchets dans notre corps. Selon Ayurveda, nous sommes en train de préparer pour nos futures maladies. Et comment ça se passe? Une fois qu'on n'élimine pas tous nos déchets, par exemple, nous voyons dans des anciens textes que les maîtres s'inquiètent quand l'être humain commence à couper des arbres, qu'ils mettaient des maisons côte à côte, et qu'on commence à quitter l'habitat naturel. Notre environnement est radicalement changé. Parce qu'on n'est pas censé vivre dans des grandes villes. Parce qu'ils l'ont déjà compris. Et quand ce comportement à la recherche de sécurité, on met des maisons côte à côte, il y a énormément de problèmes. Il faut gérer les relations entre chaque famille, comment l'évacuation de tous les déchets, tout ça. Ils ont déjà prévu que l'être humain est en train de modifier son environnement, qu'il va tôt ou tard va se retrouver
dans un environnement entièrement artificiel. Et comme le poisson dans l'aquarium ne vit pas très longtemps, et que l'individu n'est pas nourri suffisamment, pas seulement la nourriture n'est pas uniquement ce qu'on avale, et les yeux nourris de ce qu'on voit. Si nos yeux ne sont pas nourris, parce que partout où on regarde, c'est des bétons et du goudron, les yeux ne sont pas nourris. Et les oreilles ne sont pas nourries parce qu'on n'écoute pas, c'est censé entendre le bruit et, des chants des oiseaux, mais on entend notre nourriture des oreilles, c'est des machines, les bruits des machines. Donc ça pose énormément de soucis parce qu'Ayurveda dit que nos problèmes, ça vient de sensations sensorielles. Une fois que le seuil de chaque organe n'est pas respecté, trop de fréquences ou pas assez de fréquences, trop d'intensité de lumière ou pas assez d'intensité de lumière, ainsi qu'on se retrouve dans une situation où le corps est privé de la nature, de la nourriture tactile, on n'est pas assez touché, on n'est pas assez nourri par des diverses manières. Donc, Ayurveda veut éliminer toutes les stress accumulés, tous les déchets accumulés par des diverses méthodes. Il y a tout le temps des cellules mortes dans notre corps, et si on n'a pas des activités physiques suffisantes, qu'est-ce qu'on peut faire? On a besoin de recevoir des massages. Quelquefois, nos plants de pied, regardez, nous utilisons les chaussures tout le temps et nos plants de pied n'est pas suffisamment stimulés. On est censé de marcher dans le caillou. On n'est plus, on s'offre pas à notre corps certaines sensations. Après, on va payer très cher pour avoir une réflexologie plantaire. En réalité, nous avons besoin de nourrir le corps. Donc le panchakarma, c'est des diverses. Panchakarma, ça veut dire 5 actions purificatoires. Ça veut dire il y a la sudation, il y a le vomissement, il y a enseignement, il y a plusieurs actions comme ça. Mais il n'y a pas que 5, il y a beaucoup plus que 5. Mais c'est le docteur qui va regarder, peut-être on a besoin d'un purge. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un purge, mais par contre, on a besoin de chauffer le corps. Ainsi, le docteur va décider quelle est la technique nécessaire pour l'individu pour que ces toxines qu'on appelle ama, les déchets à l'intérieur, comment on peut l'évacuer. Et aussi nourrir correctement. Donc dans un centre où on fait le panchakarma, le docteur va décider qu'est-ce que l'individu va manger, comment il va être traité avec des pressions. Donc on va donner des massages, on va faire transpirer le corps, on va donner également des médicaments pour que tous les déchets accumulés dans des divers organes se concentrent dans le koshta, ça veut dire le canal alimentaire. Et après, on prend une plante pour tout soit évacué. Tout ça, ça prend normalement 3 semaines. Il y a un pré-traitement, le traitement, il y a un pré-traitement. Ça peut durer jusqu'à 90 jours en fonction de l'individu et son âge. Et ses possibilités. Si tout le monde reçoit un panchakarma au moins une fois par an, peut-être nos hôpitaux vont se vider. C'est de l'hygiène, finalement. Oui, exactement. Donc, panchakarma, je dirais, au Kerala, c'est l'État où nous avons conservé mieux les méthodes de Ayurveda, parce que, par des raisons politiques, parce que ça n'a pas été, par l'époque de la colonisation, le Kerala n'était pas trop dans le rejet, donc c'était pas
considéré comme la médecine illégale. Partout ailleurs, c'était traité comme la médecine illégale. Et donc, il fallait que tous les docteurs qui viennent habiter au Kerala. Et donc, nous avons gardé une longue tradition d'Ayurveda et aussi par une abondance de la nature. Donc, il y a beaucoup de plantes médicinales qui poussent au Kerala. Panchakarma, je vous conseille par tout le monde. Plus que vous avancez dans l'âge, vous avez besoin plus de traitement de Panchakarma. Ah oui, c'est intéressant, cette philosophie, toutes ces techniques qui permettent de créer l'homéostasie du corps, finalement, cet équilibre entre la création des déchets et l'élimination. Oui, exactement. C'est passionnant. Et alors, au regard de ce que tu viens de nous expliquer, quelle est la place de l'Ayurveda dans une médecine toujours plus moderne, toujours de pointe, avec toujours plus de technologie? Moi, je pense qu'en ce moment, nous devons sortir de l'aspect commercial de la médecine. Aussitôt que la notion de l'argent entre, tout le monde veut gagner de l'argent. Notre vie est basée sur l'argent. Et le soin, moi je dirais que ce soit en dehors de toute considération financière. On ne doit pas rendre la médecine comme un acte commercial. Il faut que ça soit le nom. Parce que c'est l'individu qui est concerné. C'est la relation humaine. Donc, quand on regarde un individu, ok, c'est profitable ou pas profitable. Quand on regarde, les hôpitaux sont gérés par des gérants avec un objectif de profit. Ça peut faire beaucoup de mal. Donc, dans la médecine moderne et l'Ayurveda, où on regarde l'individu dans sa globalité, il y a une place. C'est vrai que la médecine moderne a fait beaucoup de progrès, mais on a besoin de regarder un aspect moral. L'acte médical, c'est un acte d'amour, parce qu'une personne qui souffre, mais quand on se forme pour être un médecin, si nous sommes motivés par d'autres ambitions financières, je ne parle pas uniquement pour le médecin, mais la pharmacie, c'est tous imbriqués dedans. Donc on a besoin de sortir de cette approche que l'industrie, la production de certaines molécules qui sont brevetées, exploitées d'une certaine manière, on a besoin de sortir de ça. Mais dans la gestion de douleurs ou des maladies infectieuses ou la douleur, gestion de douleur, c'est la médecine moderne, c'est vraiment cette réponse. Mais tout autre problème de la santé, maladie chronique, Ayurveda a une grande place parce que Ayurveda c'est plutôt préventif. On ne soigne pas une maladie, on soigne l'individu. Donc Ayurveda va prendre de plus en plus de place dans la vie parce que dans la vie moderne, parce que cet aspect de soigner un organe et on prend un médicament, ce médicament qui perturbe notre organe, après il faut prendre 2 médicaments et puis ça va provoquer plus en plus et des problématiques, après on nous propose des greffes, tout ça. Ça c'est vrai, mais l'individu, en fait, il y a, ou pas seulement l'individu, la société qui doit financer tout ça en fonction du système social. Et ça devient une norme, comme ça devient lourd. Donc, Ayurveda va utiliser les plantes, certaines façons de penser, de vivre, pour éliminer énormément des situations de la maladie.
Et il y a certaines statistiques qui sont sorties, et une grande partie, 30-35%, c'est erreur de diagnostic. Mm. Et après, encore 40%, voire plus, c'est maladie psychosomatique. Donc, il y a une place pour Ayurveda au sein de la médecine moderne parce que nous pouvons prévenir par des moyens très simples et surtout économiques. Si je me mets en état de maladie parce que je ne suis pas assez touché, je ne ressens pas aimer, c'est dommage. Au lieu de prendre des molécules comme réponse d'un manque d'amour, quelqu'un qui ne ressent pas suffisamment aimé, il va manger des chocolats, il va manger plus de sucré, il va troubler le vata pitta kapha dans son corps, son équilibre va perdre. En fait, le yoga et l'ayurveda, ensemble, en fait, peut s'occuper du corps, l'esprit et son âme. Et le yoga est intégré dans l'ayurveda. Et donc, certainement, ça peut être l'avenir, parce que le corps est sans cesse agressé par toutes ces molécules qui sont présentes dans l'eau, dans l'air, dans nos nourritures. Et quand vous regardez les pourcentages de pesticides présents, permis par l'État dans la nourriture, mais comment on peut permettre, même si c'est des quantités infimes? Un poisson, c'est un poison. Oui, c'est un état d'esprit à adopter avec cet objectif de prévention naturelle qui se met en place. Et où il y a une place pour la nature. Et c'est-à-dire chaque individu, certainement, avoir une connaissance générale sur les plantes, sur la façon de se nourrir. C'est les règles de base. Si ça peut nous préserver de provoquer des maladies graves, ça peut être extrêmement intéressant pour l'individu et aussi pour la société. Bien sûr. Quelle est la place des plantes et de la nature spécifiquement dans l'Ayurveda? Dans notre histoire, nous parlons de l'histoire d'Atreya, un maître envoyé tous ses élèves pour chercher des plantes médicinales. Et il a dit, alors, pouvez-vous trouver une plante qui n'a pas de vertus médicinales? Donc, tous les élèves ont amené des plantes, sauf une personne. Et on a demandé à Atreya, qui est venu sans rien, et il a dit, je n'ai pas trouvé. En fait, toutes les plantes ont une raison d'être. C'est étonnant qu'on trouve en Inde, il y a un serpent venimeux, vit dans un endroit où il y a une plante qui est la remède de morsure de ce serpent. C'est-à-dire la nature comprend tout. Il y a une réponse à tout. En fonction de l'endroit qu'on vit, ça veut dire c'est une immense sagesse qui est la cause primordiale de la vie. Donc Ayurveda qui a un accès sur cette source de la connaissance, de cette source de sagesse. Donc les plantes, quelquefois ça peut être le minéraux. Donc la nature tout entière participe à la guérison d'un individu. Donc ça ne suffit pas de traiter l'individu, il faut traiter aussi son environnement. Peut-être on vit dans un lieu très aride, ça provoque pour certaines personnes des maladies, ou dans un endroit marécageux. Donc le médecin est capable de diagnostiquer pas seulement l'individu, peut-être il faut traiter la famille tout entière. Peut-être le médecin va demander de déménager. Et le médecin regarde également ses rêves, comment il rêve, quels sont les rêves qu'il fait, pour comprendre quel organe dysfonctionne. Donc c'est une approche où la spiritualité et la médecine se rencontrent en harmonie. Donc on ne peut pas séparer l'environnement et l'individu
et aussi son but ultime. Est-ce qu'on peut parler de l'Ayurveda comme un art de vivre finalement, avec ce que tu nous dis là? Ayurveda, c'est art de vivre, par nature. Donc, le docteur, en réalité, ils n'ont pas des immenses structures telles qu'on voit dans la médecine moderne, avec énormément de machines. Il peut simplement être là avec un papier, un stylo. Il va dire votre nourriture, quelles sont les améliorations à faire, comment fabriquer votre propre médicament. C'est-à-dire, si moi-même, je vais chercher les plantes et que je prépare mes propres médicaments, il n'y a absolument aucune raison de tricher. Et quand la commerce entre, certaines proportions, on ne peut pas respecter parce que certains ingrédients sont coûteux ou rares ou impossibles à trouver. Il est pratiquement pas possible de savoir exactement est-ce que ça a été fabriqué vraiment, même s'il y a des pharmacies, des certifications, tout ça, mais c'est compliqué. Et pas seulement ça, la famille tout entière est invitée à la préparation de médicaments. Donc il y a un investissement personnel et toute la famille rentre en action pour rendre la personne en bonne santé. Ce n'est pas tout simplement délégué, ok, dans la main de médecins, les compétents, ils vont s'occuper. Je parle pour une grande majorité de nos dysfonctionnements physiques et psychiques. Ayurveda peut être une réponse adaptée. Donc, tu parlais des pesticides tout à l'heure. Dans notre société, extrêmement polluée, stressante, quelle est la réponse de l'Ayurveda face à cela? Ayurveda va nous aider à prendre conscience de notre société là où il est. C'est-à-dire, les usines des armements après la Deuxième Guerre mondiale se convertissent à une usine des engrais chimiques. Parce qu'il fallait produire beaucoup. Il fallait utiliser tous ces connaissances, des outils qui est capable tout à fait pour fabriquer les armements qui étaient inutiles après la guerre. Donc, ils ont transmis, reconverti les usines pour fabriquer des engrais chimiques, parce que les engrais chimiques, c'est explosif. On peut fabriquer des bombes avec. Et, donc, quand on a perverti la terre qu'on cultive en mettant des engrais chimiques, les plantes poussent très vite et ça attire les pesticides, attire les pestes, attire des insectes. Donc il fallait fabriquer la même usine qui va fabriquer des pesticides et qu'on va empoisonner notre propre nourriture et que ça arrive sur la nourriture, pas seulement ça, tout ça qui va s'infiltrer dans l'eau, dans la nappe phréatique. Donc, après, la même usine qui a fabriqué les pesticides va fabriquer des médicaments modernes. Parce que c'est la chimie. Il crée le problème pour créer une solution. Et c'est-à-dire que nous sommes dans un mouvement où chaque solution va provoquer d'autres problèmes. Et donc, ça, c'est interminable. Donc, l'Ayurveda peut aller vers une sensibilité. Même avant d'arracher une plante, on va demander la permission de la plante, au moins symboliquement, pour comprendre que la plante aussi a besoin de vivre. Donc, quand on arrache une plante pour me soigner, c'est l'univers qui est impliqué là-dedans. Donc, cette sensibilité de l'Ayurveda qui va amener un mode de vie plus proche de la nature. Une sensibilité pour regarder un arbre comme une extension de ton poumon. Une sensibilité qui va nous libérer de ce mouvement des éloignements. Donc, qu'est-ce que c'est la cause principale de mal-être de l'humanité?
c'est parce que nous avons perdu le contact avec la vie. Et donc, Ayurveda, c'est comment reprendre le contact avec la vie. Et quand on reprend contact avec la vie, ça s'exprime dans un art de vivre. Ayurveda ne demande pas, comme autrefois, aller boire dans la rivière, mais observez quand même qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous buvez. Et là, chaque fois qu'on achète une bouteille d'eau, on achète le plastique avec. Et on ne cherche pas ce qui se passe après. Ça sera certainement brûlé dans une façon ou une autre. De toute façon, ça revient. Et donc, le corps a besoin d'être protégé de tout ça à travers un art de vivre. Et ça ne suffit pas qu'un individu vit correctement, mais toute la société doit changer sa façon de vivre pour que l'humanité soit en bonne santé. C'est passionnant tout ça. Si on veut aller plus loin dans tous ces principes que tu nous partages aujourd'hui, comment peut-on se former à l'Ayurveda? Autrefois, c'était la transmission de père enfant, père-fils ou le maître à élève. Et depuis une centaine d'années en Inde, on a des universités où on peut se former. Comme pour la médecine moderne, 5 ans, après 2 ans d'études de la science, et après 5 ans, on a la possibilité de se spécialiser sur des divers sujets. Donc, il est tout à fait possible maintenant, en Inde, on peut s'inscrire dans une université pour étudier l'Ayurveda correctement. Simplement, il faut connaître un petit peu sanskrit, un peu anglais. Et avoir du temps. Et ça ne peut pas se former comme ça existe par correspondance, devenir médecin ayurvédique, ça ne marche pas. Et ça, c'est pas possible, quoi. Donc, trouver la possibilité d'étudier, c'est extrêmement simple parce qu'il y a énormément de possibilités en Inde, pas en Europe. Oui. Pas assez en Europe. Et pour conclure, pour revenir sur cette médecine, quel parallèle tu pourrais faire entre l'Ayurveda et la médecine moderne qu'on connaît aujourd'hui? Par exemple, il y a une tendance très forte. Par exemple, curcuma, c'est un médicament ayurvédique. Mais isoler le curcumine, le molécule, et voir comment on peut fabriquer ce molécule dans une usine et fabriquer des petites gélules et que tout le monde peut avaler les gélules. Là, ça c'est un souci parce que on fait intervenir quelque chose d'extrêmement simple. Quand vous faites un plat dans l'Ayurveda, toutes les préparations des currys, des différents plats, on utilise des épices qui sont vraiment pour la santé. Mais si on enlevait les molécules, le principe actif, qu'on le fabrique dans de diverses manières, et le corps ne considère pas aussi naturel. Le corps est agressé. Donc, l'approche, si on apprend entre l'Ayurveda et la médecine moderne, il y a des parallèles, certainement, il y a certains principes actifs dans la nature qu'on trouve dans les plantes, tout ça, peut guérir l'individu, mais quand on réfléchit d'une façon économique, là, la dérive est pas bonne. On a besoin de plutôt penser écologique au lieu d'économie. Ça, c'est principal, je dirais. Et utiliser toutes sortes de méthodes modernes pour certains problèmes. Il faut donner le choix à l'individu pour qu'il puisse diriger vers un médecin ayurvédique.
quand c'est mieux. Donc, l'Ayurveda et la médecine moderne peuvent certainement cohabiter en apprenant l'un ou l'autre. Elles sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Avec cette frontière à ne pas franchir, cette vigilance sur cette frontière, mais elles sont complémentaires. Merci infiniment, Ekarchi. J'ai pris un plaisir immense à t'écouter, à voyager au cœur de cette médecine traditionnelle, ancestrale. Je suis sûre que vous avez été tout aussi séduits que moi en écoutant cet art de vivre à mettre en place. Et nous vous retrouvons lundi prochain avec Ekarchi et Ekarchi répondra à toutes vos questions en direct lundi. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. Merci à vous tous. Merci Ekarchi et au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Au revoir.